Argentine 2023, un économiste hors norme arrive au pouvoir avec un discours explosif, un style plutôt provocateur, des promesses radicales. Son objectif, réduire l'État au minimum, couper massivement les dépenses publiques et surtout briser un système qu'il juge totalement responsable du déclin économique. Son nom, vous le connaissez, il s'appelle Javier Milei. C'est pour certains un réformateur prêt à tout bouleverser et pour d'autres un pari risqué aux conséquences totalement imprévisibles. Mais imaginons une seconde. Si un programme aussi brutal arrivait en France, serait-il positif, négatif? Est-ce un homme qui serait capable de sauver finalement l'état du pays? Un pays construit finalement avec un État puissant, une protection sociale qui est centrale et surtout une culture politique profondément différente. Est-ce qu'un tel choc pourrait fonctionner ou le système bloquerait-il immédiatement? L'objectif de cette vidéo, c'est justement d'explorer ce scénario sans fantasme et caricature pour essayer de comprendre ce qui serait réellement possible de faire avec de telles réformes, mais dans le modèle français. Si toi aussi tu es partant pour te former à l'analyse fondamentale, tu peux dès à présent candidater pour Finology, qui n'est pas un simple projet, mais un espace restrictif dans lequel je t'enseigne tous les points obligatoires à connaître, que tu sois un particulier qui n'ait jamais entendu parler d'économie ou un trader investisseur déjà rudement avancé sur le sujet, qui cherche à approfondir la globalité de ses connaissances en interprétation économique dans le but de venir compléter ton analyse technique sur les graphiques. Ça y est, nous sommes en 2027, Javier Milei a été élu en France et on va se demander aujourd'hui si un tel personnage pourrait potentiellement redresser la barre de notre cher pays qui est la France. Alors, on va pouvoir débuter. Il existe des mots qui claquent comme des promesses et d'autres comme des menaces. Javier Milei appartient aux deux catégories. Même dans l'Argentine de 2023, ce nom est devenu un symbole, celui d'un État qui renonce brutalement à son rôle de protecteur pour redevenir une contrainte, une tronçonneuse brandie non pas contre un ennemi extérieur, mais contre la structure même du déficit public et du budget public, des dépenses coupées, des subventions supprimées, un déficit totalement éradiqué, une inflation attaquée par la racine budgétaire plutôt que par le discours monétaire. La question n'est pas de savoir si cela marche en Argentine, la question est plus dérangeante. Que se passerait-il si on appliquait un Javier Milei à notre cher pays qui est la France? Pas évidemment le même pays, pas la même monnaie, pas la même histoire, mais une tentation commune, celle de croire qu'un choc suffisamment violent pourrait forcer le réel à obéir. Donc on va se demander si en effet, si on applique le modèle Milei à la France, on pourrait tout simplement relancer finalement l'aspect de la dette, d'accord, relancer la croissance, retrouver de la compétitivité et tout simplement redresser la barre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même un certain fantasme du choc salvateur. Dans le débat français, le moment Milei est souvent invoqué comme une évidence morale. Nous vivons au-dessus de nos moyens, il faut couper, la dépense publique est trop élevée, il faut la trancher, le déficit est un cancer, il faut l'exciser. Sur le papier, l'argument est plutôt propre et c'est réel quand on voit la dette française, quand on voit justement que le PIB par habitant recule et descend en dessous de l'Italie et de certains pays auxquels on était finalement beaucoup plus concurrentiel à l'époque, on est en dessous de la moyenne européenne, on comprend bien que la dépense publique est absolument folle, on a recruté 32 000 fonctionnaires de plus sur l'année dernière, mais en fait, si vous voulez, c'est presque un peu trop mathématique comme réflexion. En effet, un État qui dépense trop doit dépenser moins, un déficit doit être supprimé, tout du moins allégé, et une dette doit être stabilisée, ce qui est tout le contraire de ce qu'on voit en France, mais cette logique, elle repose sur une illusion qui est quand même dangereuse, celle de croire que la France est un État qui peut s'ajuster comme une entreprise par simple décision politique. Or, la France n'est pas un bilan, c'est une structure aussi sociale, figée, un empilement de droits, de statuts, de transferts, de normes et de promesses implicites, et c'est précisément ce qui rend le choc Milei potentiellement explosif. On n'a pas dit impossible, on n'a pas dit possible, on a dit que c'est explosif, et vous allez comprendre pourquoi. Partons du principe que ça y est, Milei a serré la main d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron descend dans la cour de l'Élysée, prend son taxi et rentre chez lui. Et Milei commence à mettre en place son gouvernement et décide de commencer finalement à mettre des marges de manœuvre en route, tout simplement. Il a la majorité à l'Assemblée nationale, donc il fait absolument ce qu'il veut, il vote à peu près ce qu'il veut. Il faut comprendre que la première étape de Milei, qu'est-ce qu'il viendrait faire? La première étape d'un Milei à la France,
française n'est pas de couper tout de suite dans les dépenses, mais de changer les règles du jeu. Milei commence toujours par poser une règle simple, visible, compréhensible par tous et surtout non négociable. En France, cela prendrait la forme d'un plafond strict de dépenses publiques fixé sur plusieurs années, indépendamment de la conjoncture. Première chose qui dit, ok, on n'a plus le droit de dépenser autant que ça pendant, par exemple, 5 ans. L'État annonce qu'il ne dépensera pas plus quoi qu'il arrive. Le budget n'est pas un outil politique, mais une règle comptable et le déficit n'est plus géré, il est contraint. À ce stade, il ne se passe presque rien dans l'économie réelle pour le moment. Les entreprises ne produisent pas plus, les ménages ne consomment pas plus, mais il se passe quand même quelque chose de très important dans la tête des acteurs financiers. Les marchés regardent si l'État a encore la main sur ces décisions, ils évaluent la solidité politique du gouvernement, ils se demandent est-ce que cette règle va tenir. Et si la réponse est peut-être oui, parce qu'on va être plutôt positif, la prime de risque peut légèrement baisser, c'est-à-dire que les rendements obligataires vont un petit peu baisser, parce que le déficit c'est quoi? C'est quand on dépense plus que ce qu'on gagne, donc on crée du déficit, d'accord, qu'on doit payer avec de l'emprunt obligataire, mais si notre déficit il augmente trop, ça veut dire que potentiellement on dépense plus que ce qu'on gagne, d'accord, et après ça dépend aussi de normes structurelles, donc par exemple le rendement à 10 ans peut diminuer, les taux d'emprunt cessent de monter, la dette finalement devient temporairement plus facile à financer, mais cette crédibilité est quand même extrêmement fragile. Elle ne dépend pas de la qualité du raisonnement économique, mais de la capacité politique aussi à imposer la règle. En France, où les gouvernements sont instables et les majorités sont très faibles, c'est ancré immédiatement sous tension. D'accord? Et ça, c'est très important de le comprendre. Bon, on a parti du principe que M. Milei avait la majorité. Donc c'est une chose importante. Cependant, si vous décidez, par exemple, de mettre en place un plafond de dépenses, il faut quand même comprendre que ce plafond de dépenses doit respecter la structure de base. Si, par exemple, donnez vulgairement un exemple, mais si, par exemple, les fonctionnaires vous coûtent 30 milliards par an et que dans le plafond de dépenses, vous ne pouvez réinvestir que 25 milliards, il y a quand même 5 milliards de salaires qui ne vont pas être donnés. Et là, on commence à arriver sur un premier problème, c'est que 5 milliards de salaires qui ne sont pas donnés, c'est de la consommation en moins, d'accord, c'est de la fiscalité en moins pour les entreprises parce qu'elles vont faire moins de chiffre d'affaires et donc moins de recettes publiques. Donc on a peut-être un effet d'annulation vis-à-vis de ce premier point. Phase numéro 2, partons du principe que ça se passe bien, c'est ce qu'on appelle les coupes rapides et visibles, c'est ce qu'on appelle le choc procyclique. Une fois la règle posée, Milei applique immédiatement la contrainte, pas pour réformer en profondeur, mais pour prouver que la règle existe vraiment. En France, cela se traduirait par des décisions rapides et visibles. Donc on va geler certains budgets, on va supprimer ou réduire des subventions qui ne sont pas du tout vitales, on va faire un report d'investissement public pour dire ok, on ne dépense pas cette année, on dépensera dans 5 ans, une compression des dépenses notamment discrétionnaires, et économiquement, évidemment, l'effet il est direct et mécanique. Moins de dépenses publiques, c'est moins d'argent injecté dans l'économie, moins de revenus pour les acteurs dépendants de l'État, moins de consommation, moins d'investissement privé. Il faut savoir qu'en économie, il y a une règle très simple, quand l'État coupe 1 euro, ça coûte à peu près 1,50 €, 2 euros de moins dans l'économie. Parce que l'État passe par exemple, des prestataires privés, que ce soit pour faire des constructions, que ce soit pour de l'électricité, enfin l'électricité c'est un peu différent, mais vous avez compris. Donc forcément, si l'État dit ok, on ne dépensera pas 10 millions, c'est 10 millions de contrats en moins pour le privé. Donc autrement dit, la demande baisse, la croissance ralentit dans une économie qui est déjà faible comme la France, où on n'a pas un gros delta entre la croissance qu'on a et ce qu'on doit aussi payer. D'accord, la croissance, en fait, c'est comme si par exemple vous gagnez 10 000 € par mois et qu'actuellement vous devez, par exemple, d'avoir un remboursement de la dette à 9 000 € par mois. Si vous diminuez les revenus, votre dette va être supérieure à vos bénéfices, vous ne pouvez pas payer. C'est ce qu'on appelle une banqueroute. Bon, on n'y est pas encore. Phase numéro 2, qui est juste après, phase numéro 3, pardon. Mais ce qu'il faut pouvoir comprendre avant de passer à la phase numéro 3, donc la coupe rapide et visible, c'est que, contrairement à l'Argentine, il n'y a aucun amortisseur externe. Pas de dévaluation pour relancer les exportations, pas de regain économique de compétitivité, pas de chute rapide de l'inflation qui redonne du pouvoir d'achat. L'ajustement se fait uniquement par moins d'activité, moins d'emplois et surtout moins de revenus disponibles réels. À ce stade, évidemment, mécaniquement parlant, le déficit y baisse parce que vous réduisez les dépenses, mais pas parce que l'économie, elle va mieux. D'accord ? Le déficit baisse parce que l'État dépense moins, pas parce que l'État gagne plus. C'est une amélioration comptable, mais attention,
pas économique. Phase numéro 3, et c'est là le moment ultra critique, c'est attaquer les dépenses rigides. Et c'est ici que le vrai Milei commence. Tant que l'État coupe dans les marges, il ne fait que... tant qu'il ne coupe pas, tant que l'État coupe dans les marges, il ne fait que repousser le problème. Le cœur du modèle français, il est ailleurs, dans les dépenses rigides, celles qu'on ne touchera jamais. La fonction publique, les salaires, le nombre d'effectifs, les statuts, les retraites, l'âge, la durée, l'indexation. Quand même comprendre que là, on a passé la réforme des retraites, mais ça c'est une autre chose. La santé, d'accord, l'organisation, les actes, les coûts, les collectivités locales. Donc pourquoi c'est crucial ? Parce que ces dépenses, elles représentent l'essentiel du budget. C'est-à-dire que l'État, il dépense 60% de ce qu'il gagne. Tant qu'elles ne baissent pas, la dépense totale ne baisse pas durablement. Donc le déficit ne peut pas baisser. Tant qu'elles ne baissent pas, les impôts ne peuvent pas non plus baisser par la suite. On ne peut pas avoir de réforme fiscale. Si cette phase est menée à bien, partons du principe que ça se passe bien, évidemment, la dépense elle va baisser structurellement parce que si vous réduisez les salaires, les effectifs, vous n'indexez pas les retraites sur l'inflation, donc vous les revalorisez pas, donc vous n'avez pas à payer plus par la suite, ok, vous réduisez les soins, etc. Forcément, le besoin de permanent d'impôt va diminuer et la dette, elle devient beaucoup plus soutenable à long terme. Mais encore une fois, c'est seulement comptable. Mais ce progrès économique déclenche immédiatement une réaction sociale, moins de droits, moins de revenus, moins de protection, un sentiment de déclassement. Et encore une fois, si dans 60% du budget, vous réduisez notamment les salaires de la fonction publique, ou tout du moins les dépenses, c'est pareil, c'est que ça va retirer de l'argent du système, moins de chiffre d'affaires, moins de revenus, etc., etc. Donc ça va entraîner évidemment des conflits sociaux massifs. La France est quand même championne du monde à ce niveau-là. Des grèves, des blocages, des paralysies économiques. À ce stade, l'instabilité politique devient un facteur économique à part entière. Les marchés doutent de la poursuite du plan. Le risque politique est réévalué. Les taux obligataires remontent, et oui, si vous avez de la dette, là vous empruntez à peu près à 3,60, mais si vous commencez à mettre ce genre de choses en place, et imaginons que ça se passe pas bien, ok, c'est vraiment une catastrophe, qu'est-ce qu'ils vont faire les rendements? Ils vont passer de 3,60 à 5, c'est-à-dire que les intérêts de la dette vont être de plus en plus conséquents, et en fait, ils vont prendre une trop grosse part de réalité du PIB. Donc, le risque politique est totalement réévalué, les taux vont exploser, la charge d'intérêt va augmenter. Une partie des économies est totalement annulée, d'accord, parce que, imaginons que vous économisez 60 milliards, mais que les taux passent de 3,5 à 6, vous doublez, ça va vous coûter par exemple 30 milliards ou 40 milliards de plus par an. Donc en fait, vous économisez pas 60, vous économisez 20, sauf que c'est sur 10 ans les obligations. Donc forcément, c'est un point de rupture énorme. Et donc si le pouvoir recule ici, le choc initial a détruit toute l'activité du pays, les réformes structurelles ne sont pas faites et le pays est bien plus faible qu'avant. Phase numéro 4, partons du principe que le plan tient, c'est ce qu'on appelle le succès ou l'autosabotage. À ce stade, il y a plus de demi-mesures. Plan numéro 1, le gouvernement survit politiquement parlant, les réformes passent, les dépenses rigides baissent réellement, conséquences économiques, évidemment le déficit structurel il a baissé, voire mais il s'est juste stabilisé, moins de besoin d'emprunter, moins de dépendance au marché, création d'un espace fiscal futur, et ce n'est qu'à ce moment-là que la suite devient possible. On va pouvoir baisser des impôts, relancer finalement l'activité. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une table avec plein de vaisselle, on renverse la table avec la vaisselle, on éclate toute la vaisselle par terre, on repose la table et on remet la table avec de nouveaux couverts. C'est à peu près ce que Milei potentiellement devrait faire en France si on faisait un copier-coller ultra cartésien un petit peu de l'Argentine. Sauf que si ça se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe ? Première étape, on va annoncer finalement le plan, d'accord ? Donc plafond strict de dépenses, discours de rupture. Les marchés testent la crédibilité politique, pas finalement le concept. Légère détente temporaire des taux, crédibilité fragile dès le départ. Attention, parce que tu dis que tu vas dépenser moins, sauf qu'on sait très bien que tu as une grosse part de fonctionnaires qui sont payés finalement à ton compte, et si tu leur donnes moins d'argent, ils vont moins consommer. S'ils consomment moins de chiffre d'affaires pour les entreprises, qui dit moins de chiffre d'affaires, moins de recettes fiscales pour l'État. Donc ça peut être finalement c'est un contre-pied direct, ça commence là. Deuxième partie, première coupe visible, donc on va geler les crédits, fin des subventions, report des investissements, moins d'argent injecté dans l'économie, baisse de la demande, ralentissement de la croissance. Souvenez-vous, la croissance actuellement en France est déjà très mauvaise, elle est atone, comme on dit, donc si vous êtes passé en croissance négative, vous gagnez plus assez de sous pour rembourser la dette. Donc là, attention à ça, d'accord, on n'a pas un gros delta. Choc sur l'activité, économie déjà très faible, moins de consommation, moins de TVA, moins d'impôts sur les sociétés, recettes fiscales en baisse, le déficit baisse moins que prévu. En plus, on a déjà un ralentissement de la croissance, concertation sociale, des grèves, des blocages, des tensions, moins de production, plus de la désorganisation sociale, offre et demande qui ralentissent, croissance encore plus faible, dépenses rigides bloquées, les retraites, les salaires, la fonction publique, etc. Le gros du budget ne baisse pas,
aucune économie structurelle, effort budgétaire totalement stérile par rapport à tout ce que je viens de voir avant, instabilité politique, d'accord, donc prime de risque remonte sur les marchés obligataires. Au niveau de la dette, qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, les intérêts sont plus élevés, une partie des économies sert à payer, charge d'intérêt en hausse, annulation totale des gains budgétaires, il n'y a pas de retour en arrière là pour le coup, renoncement implicite, d'accord, donc là le plan devient totalement illisible, perte totale de crédibilité, fin du choc réformateur, situation finale, pas de réforme structurelle, pays encore plus contraint qu'avant, pire des deux mondes, moins de croissance, plus dette encore, beaucoup plus cher. Phase numéro 5, d'accord, c'est la libération de la base productive si ça se passe bien, encore une fois. Donc dans la logique Milei, la baisse d'impôts n'est jamais évidemment au début. Elle est finalement la récompense de la discipline, baisse ciblée des impôts de production, allègement des charges sur le travail qualifié, simplification fiscale, moins d'incitation à l'exil ou à l'optimisation, effet attendu, plus d'investissement productif, évidemment une meilleure allocation du capital, des gains de productivité, de la croissance plus saine, évidemment, mais lente, mais cet effet est fragile, il arrive tard, il dépend de la stabilité politique, et il suppose que le choc initial n'ait pas détruit tout le tissu économique, comme on vient de l'expliquer. Pourquoi évidemment ce séquencement est quasiment impossible en France ? Encore une fois, le problème n'est pas la France, et que la France ne comprend pas l'économie. Le problème, c'est qu'elle ne supporte pas le temps économique. Le modèle Milei concentre la douleur au début pour espérer un gain plus tard. La France fait l'inverse. Elle étale les pertes, elle lisse les ajustements, elle préfère une stagnation longue à une rupture courte. Appliquer Milei à la France, ce n'est pas juste changer une politique budgétaire, c'est casser un contrat social implicite, c'est changer le rapport au temps, et c'est accepter finalement des pertes visibles aujourd'hui pour un gain incertain demain. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi justement ça a pu fonctionner en Argentine. Mais avant ça, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que si, encore une fois, vous faites des gains, ça veut dire que là, vous économisez 60 milliards, mais que les taux explosent. Mais en fait, si vous avez un surplus de 40 milliards au niveau des taux, d'accord, et que vous, par exemple, vous gagnez 40 milliards en dépenses, et bien en fait, vous êtes à break-even, vous êtes à zéro, vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas, vous êtes encore plus contraint qu'avant, et votre système est totalement détruit. Donc un Milei français ne serait pas un miracle, ni une folie, ce serait un test de vérité. Soit le pays il accepte de rompre brutalement avec son modèle amortisseur, soit le choc révèle que ce modèle est politiquement irréformable. Dans tous les cas, le choc Milei ne crée pas de production, il redistribue totalement autrement, il discipline évidemment. Il force les arbitrages, c'est-à-dire à prendre des décisions, mais sans stratégie claire sur la production, l'investissement et la productivité, il ne fait que poser la question que la France évite depuis 20 ans, combien de temps peut-on redistribuer plus que l'on produit ? La dernière question qu'on se pose, mais c'est pourquoi ça a marché en Argentine ? La réponse, elle est très simple. L'Argentine avait un accès quasi fermé ou très dégradé au marché obligataire. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le pays était tellement bas, d'accord, qu'il n'y avait pas forcément de lien à l'obligataire, qu'il était capable de tout réformer en interne sans qu'il y ait d'impact extérieur, d'accord ? Bon, de manière très vulgarisée. Donc pays déjà exclu ou marginalisé des marchés internationaux, plus rien à perdre en crédibilité financière, donc en fait il y avait tout à refaire, prime du risque déjà extrême, les taux étaient déjà très importants, le choc ne peut pas vraiment aggraver la situation, financement surtout monétaire, déficit financé par la planche à billets, le choc budgétaire attaque directement la source de l'inflation, le rôle des marchés, en fait des marchés déjà en mode défaut latent, les investisseurs ne croient plus au statu quo, choc radical est perçu comme un dernier espoir par un risque. Au niveau de l'inflation, inflation explosive, d'accord, sur tous les points, la dépense publique alimente directement l'inflation, donc les coupes ont été hyper importantes parce que ça a eu un effet immédiat énorme, inflation vécue comme une crise permanente, les ménages sont déjà très appauvris, contrairement à la France, qui fait partie des premières parités de pouvoir d'achat de la planète, d'accord, c'est quand même la deuxième locomotive européenne, on est en euros en plus de ça, donc vous voyez, c'est pas du tout comparable. Alors en effet, on a une situation actuellement qui est absolument hyper dégradée depuis quelques années, et on commence à tomber au fond du puits, d'accord, contrairement à ce qu'on a vécu il y a quelques années, mais même plus que ça, mais encore une fois, ce n'est pas du tout comparable avec un pays en voie de développement comme l'Argentine, modèle économique productif, très désorganisé, contrairement à la France, malgré tout, qui a des cadors aujourd'hui à l'international, comme Schneider Electric, Total Energy, LVMH, faible lien entre dépenses publiques et croissance réelle,
État inefficace et clientélisme, dépenses très peu ciblées, très peu productifs, les coupes ont un rendement finalement économique élevé, contrat social déjà largement rompu, l'État ne protégeait plus, vous voyez, il n'y a plus de confiance réelle entre l'État et finalement la population, donc en fait même la population voulait une réforme absolument gigantesque, en France c'est un peu différent, forte économie informelle, structure politique, crise de confiance totale, temporalité, situation d'urgence permanente, le temps long n'existe pas, la société accepte une douleur immédiate, d'accord. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes configurations, mais surtout parce que l'Argentine était à la marge de la confiance internationale au niveau de l'obligataire et qu'on ne pouvait pas faire pire que ce qu'il y avait. Alors que la France, malgré tout, est quand même une économie beaucoup plus conséquente que l'Argentine, avec des risques beaucoup plus importants, notamment au niveau de sa structure sociale. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est revenu un petit peu sur pourquoi un Javier Milei en France serait explosif et n'aurait peut-être absolument aucune chance d'aboutir économiquement parlant. Ce qui est très important à comprendre, c'est d'aller dans le détail. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans un prochain format. Salut tout le monde, ciao ciao.